Montréal est reconnue pour ses festivals, mais en matière d'éthique, d'environnement, la Ville de Montréal n'est pas trop exigeante pour les organisateurs. C'est elle qui accorde les permis, c'est elle qui donne des subventions, mais elle est plutôt tolérante envers les promoteurs en matière d'éthique et d'éco-responsabilité. Et donc, comme ça m'est arrivé cet été, on arrive sur des sites où il est impossible de remplir nos bouteilles d'eau réutilisables. On nous interdit d'apporter un lunch alors que c'est un événement qui se dit familial. Ça nous force à consommer, ça nous fait produire des déchets. Donc, cette anecdote a amené la question suivante à l'équipe de mise à jour. Est-ce que les événements et festivals, surtout, il faut le dire, quand une partie de leur financement provient des fonds publics, ne devraient pas avoir l'obligation d'être davantage éco-responsables? Donc, pour discuter de tout ça, j'ai avec moi autour de la table Caroline Voyer. Bonjour, vous êtes directrice générale du Conseil québécois des événements éco-responsables. Également avec nous, M. Daniel Bissonnette, directeur cinéma, festival, événements au service de la culture de la Ville de Montréal. Bien hâte de vous entendre, M. Bissonnette. Et avec nous, Nicolas Cournoyer, qui est cofondateur des pique-niques électroniques et de l'Igloo Fest. Donc, tout d'abord, messieurs, dames, avant de lancer la discussion, je vous invite à regarder le reportage de notre journaliste Thierry Lachapelle. Que vous soyez amateur d'art, de musique ou de sport, Montréal regorge d'une multitude d'événements et de festivals. Cependant, à chaque année, le nombre de festivaliers augmente. Une situation préoccupante pour l'empreinte écologique de la ville. Ce n'est pas toujours agréable de fréquenter les festivals et événements de Montréal. Julien Dubois, festivalier et citoyen de la métropole, affirme que la propreté des lieux n'est pas toujours au rendez-vous. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'effectivement, au bout d'un moment, il y a beaucoup de détritus. C'est pas de la saleté environnante, ça se trouve pas partout, mais au niveau des poubelles, c'est mal géré, on voit les poubelles encombrées. Ça commence à puer par certains instants, surtout en été quand il fait super chaud. L'engagement éco-responsable est important en contexte événementiel. De quoi s'agit-il? En fait, un événement éco-responsable cherche à diminuer l'impact qu'il peut avoir sur l'environnement, comme par exemple essayer de faire une saine gestion des matières résiduelles, de louer du matériel plutôt que d'en acheter. Puis aussi, ça cherche à augmenter les retombées positives dans la communauté où a lieu l'événement. Passer de la parole à l'acte, c'est ce que propose le mouvement Artistes citoyens en tournée. L'une des cofondatrices, Aurore Courtieu-Boineau, nous explique en quoi il consiste. L'idée de partir une conversation avec le milieu culturel et le milieu événementiel sur ce qu'on peut faire au sein d'une tournée pour vraiment diminuer l'impact environnemental. Une autre cofondatrice de ACT, Laurence Lafont-Beaune, du duo Milk & Bone, elle capotait, excuse-moi du terme, de se rendre compte que finalement, on a l'impression qu'on doit abandonner ces valeurs-là parce qu'on est sur la route, parce qu'on est en contexte événementiel. L'artiste, il est au cœur d'un écosystème qui est beaucoup plus grand que ce que même il peut se rendre compte quelquefois. Il y a son public, il y a effectivement les organisateurs, il y a les pouvoirs publics subventionnaires, etc. Puis tu as aussi les fournisseurs de CD, de merchandising, de tout ça. Donc, ils sont vraiment au cœur d'un écosystème où, en plus, on les écoute. On écoute ce qu'ils ont à dire. Il y a quand même une culture de complaisance. Depuis 2013, la création des Viva permet de faire rayonner les initiatives vertes conçues par les organisateurs d'événements et de festivals partout au Québec. Depuis la création des Viva, est-ce qu'on sent que la Ville de Montréal veut s'impliquer davantage dans l'organisation des festivals et des événements? Je ne dirais pas que la Ville de Montréal souhaite s'impliquer davantage, mais nous, on a remarqué que les organisateurs d'événements et différents fournisseurs liés à l'événementiel sont grandement motivés par les Viva, autant à Montréal qu'en région. De plus en plus, dans le milieu, on voit les gros joueurs, les commanditaires comme l'Auto-Québec, Gaz Métro, Cascade. Ils vont souvent poser la question aux organisateurs d'événements qui cherchent des subventions pour leur événement s'ils ont des pratiques éco-responsables en place. Et si oui, ça donne des points supplémentaires pour obtenir des montants d'argent. L'engagement éco-responsable est important en contexte événementiel. De quoi s'agit-il? La fameuse bouteille d'eau, qu'en contexte d'événement, surtout en contexte de tournée, on en ouvre une, on la pose, on ne sait plus à qui est à qui, donc on en ouvre une autre, etc., etc. C'est la petite bouteille d'eau, là. Il en faut 3 des bouteilles d'eau pour en fabriquer une, déjà de base. On dit qu'elles sont recyclables, mais il y en a peut-être 30% qui se retrouvent au bac de recyclage. Prenez tout simplement votre gourde et demandez
aux organisateurs de vous fournir une fontaine. Éviter de ramener de la bouffe du bout du monde pour un festival. Faire local, c'est déjà un geste écologique. Je suis convaincue qu'avec une politique puis un cadre réglementaire, on aurait de plus en plus d'adeptes des événements éco-responsables. Je pense par exemple à la ville de Magog, qui a monté vraiment sa politique municipale sur les événements éco-responsables. Donc dans l'idée que tu ne peux pas obtenir ton permis pour réaliser un événement à Magog si tu ne réponds pas à un minimum d'exigences environnementales. Donc oui, c'est sûr que c'est de la responsabilité des pouvoirs publics de s'investir là-dedans. Alors, est-ce que Montréal devrait faire comme Magog? Je vais à l'instant poser la question à M. Bissonnette. Quelle est la politique en matière d'éco-responsabilité de la Ville de Montréal pour les événements et les festivals qui se tiennent sur son territoire? C'est essentiellement une politique d'encouragement. Alors, dans chacune des conventions qu'on signe avec chacun des festivals, qui soient d'envergure, disons, moyenne ou beaucoup plus grande, il ne faut jamais oublier que les arrondissements ont leurs propres événements qu'ils gèrent eux-mêmes. Nous, ce qu'on gère, c'est 200 festivals et événements qui sont d'envergure métropolitaine, nationale et internationale. On parle de festivals de jazz, francophonie. C'est ça, en descendant vers des choses. C'est quand même un écosystème très varié où tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Donc, c'est toujours la même question, trouver un équilibre. Montréal pourrait être Magog, oui, si on était Magog. Montréal n'est pas Magog, on n'a pas le même historique, on n'a pas la même empreinte sur le domaine public et on n'a pas les mêmes contraintes, les mêmes défis. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien faire? Pas du tout. Dans chacune des conventions, comme je le disais, qu'on signe avec les festivals et événements, peu importe qui ils sont, on leur demande de nous dire dans leur rapport d'activité qu'est-ce qu'ils ont fait en termes d'éco-responsabilité. On ne leur fixe pas un objectif précis. On leur dit, dites-nous ce que vous avez fait spécifiquement pour ça. Et c'est clair que pour l'année suivante, on va regarder ce que vous avez fait. Moi, je regarde les bilans qu'on examine à mon bureau. Il y a très peu de gens qui laissent cette rubrique-là vide, là. Ils font tous quelque chose. Est-ce que les poubelles sont toujours assez vides? Est-ce qu'on a des verres réutilisables? Est-ce qu'on a tout ce qu'on devrait avoir? Non. Non. Donc, il n'y a pas un minimum d'exiger, mais vous encouragez, vous incitez les organisateurs à adopter certaines mesures quand même. Le minimum, quand même, est le recyclage. Le recyclage ne peut pas fonctionner s'il n'y a aucun recyclage qui se fait, là. Est-ce qu'il se fait de façon adéquate toujours? Pas nécessairement. Il n'y a personne qui nous dit qu'ils n'ont aucune pratique environnementale. Alors, c'est pas qu'on exige rien, c'est qu'on essaie d'y aller un peu selon les capacités de tout le monde. Et on doit aussi, en même temps, gérer les autres défis que tous ces gens-là. Dans les dernières années, on a construit tout le quartier des spectacles, les nouvelles places publiques et tout ça. Occuper ça pour les festivals, événements, ça coûte plus cher qu'avant. C'est plus difficile pour eux. Il faut les aider. Maintenant, il y a un équilibre et la question d'éco-responsabilité, je vous suis parfaitement. Il y aura toujours des choses à améliorer. Caroline Voyer, vous êtes à la tête d'un organisme qui ne fait que ça, conseiller des événements pour être davantage éco-responsable. Est-ce que vous trouvez que la Ville de Montréal devrait être plus sévère, plus coercitive envers les organisateurs? Bien, c'est sûr que moi, je suis très exigeante ne faisant que ça au quotidien. Je vois de tout. Et puis, c'est sûr que quand on va sur un événement à Montréal, entre autres, là, mais c'est ailleurs aussi, donc, si on va sur un événement, il y a une poubelle, il y a un bac de recyclage et que le contenu des deux bacs sont identiques, on sait que tout va aller à la poubelle, en fin de compte. Donc, moi, je trouve que c'est un peu du greenwashing à un moment donné de dire qu'on fait du recyclage si, en réalité, tout va à la poubelle. Donc, pour nous, c'est un enjeu parce qu'on veut que le public demeure convaincu et continue à poser des gestes et les fasse encore mieux. Est-ce que ça vous arrive, M. Bissonnette, de refuser un permis à un organisateur parce que, justement, ces mesures ne sont pas suffisantes selon votre analyse? Dans les dernières années, je ne crois pas qu'on a refusé un permis pour ces raisons-là spécifiquement. On est, de façon, je dirais, générale, à 99,9 % on ne refuse pas un permis. On modifie les choses. Les gens veulent faire les choses d'une certaine façon. On leur dit non, tu ne pourras pas le faire de cette façon-là. Tu vas le faire autrement. Et, par exemple, tu occupes trop d'espace. Ton empreinte est trop grande, ça va nuire au milieu ambiant. On va te restreindre. Nicolas Cournoyer, vous êtes un exemple, dit-on, en termes d'éco-responsabilité. Non, mais c'est vrai parce que vous êtes à la tête de deux événements importants. En été, les pique-niques électroniques et en hiver, les Gloufest. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir vraiment une vision développement durable pour vos événements? C'est une question de philosophie à la base.
avant de fonder le pique-nique électronique Igufest, j'ai travaillé au Festival de jazz pendant 4 ans. J'étais superviseur de l'entretien, donc je travaillais à la logistique de ce site-là et c'est là que j'ai mesuré l'ampleur de l'impact environnemental que peut avoir un événement. C'est vraiment de là qu'a commencé. Au début, tu dis, OK, on va gérer le ménage, le nettoyage, mais c'est vite devenu, je vous dirais, le développement durable, un enjeu majeur dans la gestion des matières. Et on partait quand même, il y avait déjà des choses qui se faisaient au jazz depuis quelques années, mais on a fait plusieurs projets pilotes pour développer ça. Et quand 2 millions de personnes passent sur un site, c'est clair que quand tu vois les containers de déchets partir, tu dis, OK, il faut améliorer notre rendement et faire une meilleure répartition des ressources. Mais pour ça, il faut mobiliser beaucoup de monde. Nous, c'est de là que c'est parti. Évidemment, après avoir travaillé au jazz, c'était comme naturel d'importer ces méthodes de façon de faire dans nos événements. Et on le fait depuis ce temps-là. Les combats ont changé, évidemment, en 15 ans, parce que ça fait 15 ans que le pique-nique existe. On est passé des verres de plastique Ouais, pouvez-vous numéro nous donner 6. des exemples de ce que vous faites? Le premier combat, c'était les verres de plastique numéro Oui. 6. Bon, oui, ils sont recyclables, ils doivent sortir de la ville, c'est coûteux. Et donc, il fallait se battre contre des géants brasseries qui fournissaient les verres gratuitement en se disant, bien, qu'est-ce qu'on fait pour changer? Puis ça a pris une dizaine d'années avant que la pression des événements se fasse en disant, moi, je veux des verres recyclables numéro 5. Et c'est devenu l'enjeu pendant des années. Boréal a donné le ton il y a plusieurs années et tout le monde a suivi. C'est devenu la norme. Maintenant, le prochain défi, c'est plus les verres réutilisables. C'est ça, on voit quelques exemples de ce que vous faites. Donc, ces verres-là sont consignés. Les Oui. gens peuvent vous les rapporter. Vous avez des distributeurs d'eau et fontaine Ouais. pour que les gens puissent remplir leurs bouteilles. Vous plantez même des arbres pour compenser les émissions de gaz à effet de serre qui sont Effectivement. produites par le transport de vos artistes. Oui, mais ça, c'est une première. Donc, oui, on fait plusieurs mesures au niveau terrain, gestion des matières résiduelles. Mais la semaine dernière, on a fait notre première plantation. On a recueilli des dons via les dons des festivaliers à l'achat d'un pass ou d'un billet. Et on s'est aussi en partenariat avec Give a Seat. On donnait des billets qui étaient vendus à rabais. Cet argent-là servait à faire une plantation à Saint-Rémy. Donc, on a planté 340 arbres. Et donc, c'était une première, puis qui compense les gaz à effet de serre émis depuis 2 ans dans nos événements. Caroline Voyer, est-ce qu'on sait quelle est l'empreinte écologique des événements, de différents événements? Est-ce qu'on arrive à calculer ça? Il y a des choses qui se calculent bien, par exemple, au niveau du poids des déchets ou de la quantité de déchets. Ce que je disais à mes collègues juste avant qu'on entre en ondes, c'est qu'on vient d'avoir les chiffres pour la Coupe Rogers cette année, par exemple, où on sait que 91 des matières générées, des matières résiduelles, se sont retrouvées soit au recyclage ou au Coupe Rogers, compostage. c'est un exemple aussi. Là. Vraiment. C'est un modèle. Donc, au niveau des matières résiduelles, on peut arriver à calculer. Sinon, au niveau des gaz à effet de serre, on peut calculer le déplacement des artistes, le déplacement des équipes qui travaillent sur les événements, mais surtout les visiteurs, parce que c'est eux qui ont la grosse part de l'empreinte. Sinon, il y a des empreintes positives aussi. Est-ce qu'on fait des achats locaux? Est-ce qu'on regarde l'approvisionnement? Notre nourriture, justement, on en parlait dans le reportage, qu'on mange, ça vient de où? Donc ça se calcule aussi. Il y a aussi un modèle pour les pratiques sociales, le modèle d'évaluation des pratiques sociales qui permet de savoir au niveau de nos pratiques sociales, justement, du festival, on se situe où? On a une note de combien sur 100? Est-ce qu'on a 80 Est-ce qu'on a 62 Puis là, ça permet de progresser. Monsieur Cournoyer, quand vous voyez vos compétiteurs, parce que veut pas, les festivals ne sont pas tous pareils, mais ça reste que les gens doivent choisir souvent entre aller à votre événement ou un autre événement, et que vous voyez que ces gens-là suivent moins de règles que vous ou ont un certain laisser-aller, est-ce que ça vous dérange? Bien, personne ne peut y contre la vertu, on s'entend, mais personne n'a les mêmes ressources. Nous, on va toujours regarder ce que les autres font pour s'inspirer. Donc, c'est pas... On le voit plus comme entraîner les gens dans notre sillon. Si nous, on fait des choses bien puis que ça inspire les autres qui le font, on encourage du monde à le faire. Si les autres événements font la même chose, ils vont nous inspirer nous-mêmes et on va implanter différentes mesures. La Coupe Rogers est un événement extraordinaire qui, justement, pourrait inspirer plein de personnes. Il ne faut pas le voir à la négative. Même, comme toute la pression de la Ville de Montréal, oui, ça serait bien qu'il y ait une réglementation. Il y a une question de ressources aussi. Puis moi, ce que je milite, c'est qu'il devrait y avoir une division à Montréal pour la Ville qui permette ce soutien-là aux événements qui sont plus petits, aux moyens, qui ont besoin d'avoir des ressources de bacs de recyclage, des infrastructures, de l'équipement qui va leur permettre d'être plus éco-responsables. Vaut mieux ça qu'une mode, c'est-à-dire être en mode coercitif où on les oblige, on les surveille, on donne des amendes. Je pense pas que c'est la bonne façon d'amener les choses parce que il faut
c'est beaucoup de changements à modifier dans les procédures, puis on sous-estime les impacts que chaque mesure va avoir dans une organisation et à la survie de cette mesure-là. Donc, M. Cournoyer parle de la carotte plutôt que du bâton, d'encourager, mais en soutenant, si on veut, de façon matérielle, les événements. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans vos cartons? Est-ce que ça pourrait être une possibilité éventuellement, surtout pour des petits événements, des fois qui ont moins de moyens, de leur fournir des bacs de recyclage? Est-ce que la Ville envisage ça éventuellement? C'est sûrement une avenue qu'on peut regarder. Et ce qui serait intéressant, c'est de la regarder pour plusieurs événements et festivals en même temps. Alors, ils sont quand même un certain nombre à avoir des ressources plus limitées. Et évidemment, si on peut faire servir des équipements à tout le monde, partager des services, ce qu'on appelle dans le jargon, peu importe de quoi on parle, de la mutualisation de services, ça devient intéressant à ce moment-là. Et ça permet aux gens de continuer à produire leur événement. C'est sûrement une piste qu'on va regarder avec attention. Combien la Ville de Montréal donne chaque année en subvention à des événements ou des festivals? Si on parle des 200 festivals et événements d'envergure métropolitaine et plus dont je parlais tout à l'heure, on peut parler d'une somme en argent de l'ordre de 6 millions et en services municipaux, la même somme. À chaque fois qu'on donne $1 en argent, il y a $1 en service municipal. Donc, autour de 10 millions de dollars par année qui est versé en subvention en sécurité de la Ville de Montréal. Est-ce que cet argent-là vient des contribuables? Alors, comment se fait-il que, comme ça m'est arrivé cet été, alors qu'on est des payeurs de taxes, parlons des fameuses bouteilles de plastique? Parce que ça, c'est vraiment le débat. Donc, Denis Coderre a fait la guerre aux sacs de plastique. Sa prochaine guerre serait les bouteilles de plastique. Est-ce qu'on ne pourrait pas, à Montréal, exiger ça au moins, qu'il y ait moins de ventes de bouteilles de plastique, puis d'inciter les événements à permettre aux gens de remplir leurs bouteilles réutilisables? Est-ce que ça ne devrait pas être un minimum? On voit ici, là, ça, c'est une course qui a été organisée par Équiterre, qui est une course exemplaire, là, justement, où on veut montrer l'exemple. Parce qu'on ne pense pas à ça aussi, mais souvent, les événements sportifs, c'est extrêmement polluant. Exact. Si la prochaine administration municipale, qui sera élue le 5 novembre, décide de faire une priorité de ce que vous dites, ça va nous faire plaisir de l'appliquer. Vous comprenez que moi, je fonctionne avec les ressources, des budgets qui ont été adoptés pour l'ensemble de la Ville, qui viennent d'une volonté des élus. Maintenant, ce qui est important, c'est que ces élus-là soient sensibilisés à toutes ces choses-là. Puis effectivement, vous avez raison de le noter, il faut aller progressivement. Alors, les sacs de plastique, après ça, les bouteilles de plastique. Et comme ça nous permet de réduire l'empreinte, mais à un rythme qui fait que les événements peuvent suivre et que les ressources additionnelles qu'on puisse leur accorder, qu'on puisse suivre aussi. Moi, on ne peut pas me demander demain de rajouter 1 million là, parce qu'il est nécessaire. Bien oui, il est nécessaire. Je ne l'ai pas. Alors, il faut que je trouve une façon qu'on progresse quand même. Madame, voyez, vous avez une norme qui s'appelle, je vais la dire juste une fois, là, BNQ 9700-253. Ça, c'est un sceau qu'on donne à certains festivals et événements, un peu comme les aliments certifiés biologiques. Donc, pour les gens qui veulent encourager ce type de mesures-là, comment est-ce qu'on fait pour savoir si un événement a vraiment l'étampe BNQ 9700-253? En fait, souvent, ils l'utilisent dans leur communication. C'est une petite étiquette. C'est comme un ticket de spectacle, niveau 1, 2, 3, 4 ou 5. Et puis, donc, il y en a... votre recherchiste me demandait, c'est difficile de mettre un nombre, mais environ une cinquantaine d'événements par année qui portent ce sceau-là à travers le Québec. Okay. Puis il y en a des gros événements quand même qui utilisent cette norme-là et qui communiquent là-dessus. Il y en a d'autres qui l'utilisent, mais sans se certifier. Donc, ça a quand même une influence dans le milieu, je pense bien. Et à quoi ça ressemble, les mesures qu'il faut qu'ils soient mises en place pour avoir justement cette norme BNQ-là? Ça touche à 5 volets. Donc, on parle souvent de gestion des matières résiduelles. On en parle depuis tout à l'heure, mais c'est aussi toute la question des fournisseurs. Donc, est-ce que nos fournisseurs ont eux-mêmes un engagement de développement durable? Est-ce que ce sont des fournisseurs locaux? Sinon, il y a la question de l'alimentation, qui est un grand, grand volet. Encore une fois, est-ce que c'est de l'alimentation locale ou certifiée bioéquitable? C'est aussi beaucoup la question du transport, parce qu'une grande partie de l'empreinte environnementale d'un événement est causée par les transports. Donc, comment on se déplace? Est-ce qu'on offre des solutions de transport à nos festivaliers? Et puis, donc, est-ce qu'on va calculer l'empreinte? Et est-ce qu'on va compenser nos gaz à effet de serre? Donc, quand on parle de ressources, pour compenser ces gaz à effet de serre, c'est pas tout le monde qui a les budgets pour ça présentement, mais quand même, à Montréal, on a des beaux exemples. Sinon, le dernier volet, c'est tout ce qui est matériel. Donc, est-ce qu'on va utiliser du matériel en commun? Est-ce qu'on va réemployer notre matériel? Ou est-ce que ça va être, sinon, produit à chaque fois et jeté? On souhaite que non.
Au-delà de ça, il y a une certaine éthique aussi hein, qui pourrait être exigée, en fait. Et je vous parle d'une anecdote personnelle où je suis allée à un festival cet été qui s'appelle le Jackalope, qui est un événement dit familial, où, vous allez voir la photo, il y avait un kiosque qui prônait la consommation responsable de cannabis. J'ai rien contre les gens qui consomment du cannabis, mais je trouvais que c'était quand même peut-être pas l'endroit. Nicolas Cournoyer, vous, à l'Igloo Fest, rapidement, là, je vais vous donner le mot de la fin. C'est un événement pour adultes. Oui. Est-ce que c'est le genre de choses à laquelle vous allez penser dans vos événements? Parce que le pique-nique Oui. électronique est un événement familial. Oui. Vous assurez que tout soit cohérent, autrement dit? Bien, effectivement, c'est une question de valeur. Évidemment, la réflexion est déjà commencée. Il va falloir l'encadrer. On n'a pas le choix de faire autrement. Nous, c'est ça, Igloo Fest, c'est un événement 18 ans et plus, mais pique-nique, c'est événement familial. Ouais. Il y a des zones qui vont devoir être utilisées à cet effet-là, j'imagine. Et ce que je comprends, c'est qu'il y a aussi des mentalités à changer chez les gens parce que les gens aiment encore leur voiture et aiment encore beaucoup leur bouteille d'eau. C'est ce que je lisais récemment. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on parle de Montréal. Est-ce qu'on est vraiment une ville intelligente? Bye-bye tout le monde. À la semaine prochaine. Même heure, même poste. Ciao.